Merci beaucoup. J'avais des remarques préliminaires qui sont devenues de plus en plus inutiles, puisque d'autres ont dit ce que j'avais à indiquer. Mais quand même, je souligne que Camus réserve une place toute particulière au théâtre du siècle d'or. Ça, on le sait. Au moment, à la fin de sa carrière, enfin, à la fin de sa vie, je veux dire, où il allait être nommé directeur d'un théâtre à Paris, et il avait dressé une liste de pièces que Pierre Huyré nous a indiqué hier. Il avait donc tiré son répertoire d'une liste qui comprend l'Alcalde de Zalamea, de Calderón, le meilleur Alcalde et le roi, de Lope, l'Étoile de Séville, de Lope de Vega, et également, bien sûr, le trompeur de Séville, le magicien prodigieux de Calderón. Mais dès le début de sa carrière, Camus se montre attaché à l'Espagne, puisque sa première création a pour titre, comme on le sait, Révolte dans les Asturies. Et il convient de noter également qu'avec le théâtre de l'Équipe, il avait joué la Celestina de Rojas, excusez-moi si j'écorche cette langue, texte qui a directement inspiré le chevalier d'Olmedo. On sait, par exemple, que dans la pièce de Lope de Vega, Fabia se modèle d'après le personnage de Celestina. Bon, alors dans un texte de 1958, Camus écrit ce qui nous transporte dans le théâtre espagnol, ou dans Shakespeare, ou dans les tragiques grecs. Nos auteurs, la plupart du temps, ne nous le donnent plus. On peut supposer que ce qui transporte Camus dans de telles pièces, c'est surtout deux aspects qui sont au cœur de sa propre conception du théâtre. D'une part, signalons ce qu'il appelle une histoire de grandeur, ou ailleurs ce qu'il nomme les grands sentiments simples et ardents autour desquels tourne le destin de l'homme, et cela seulement, amour, désir, ambition, religion. Et on sait qu'à partir du milieu des années 50, Camus pensait à un nouveau cycle de son œuvre, cycle qui aurait gravité autour d'un grand thème, l'amour. Dans ses carnets, il déclare la fin du mouvement absurde, révolte, etc. C'est la compassion au sens premier, c'est-à-dire pour finir, l'amour et la poésie. Rappelons qu'en 1948, déjà dans l'état de siège, il s'était efforcé de créer un langage capable d'exprimer l'amour dans toute sa plénitude pour les duos entre Diego et Victoria. La pièce elle-même se déroule dans une ambiance bien espagnole. Effectivement, selon l'auteur, je cite, « La ville de Cadix se transforme en une sorte d'arène au centre de laquelle il y a deux amoureux. La corrida commence. » Camus avait même rapproché sa pièce, on le sait déjà, des autos sacramentales. Or, dans Le Chevalier d'Olmedo, qui met en scène en juin 1957, il a trouvé, il me semble, de quoi nourrir ses réflexions sur la présentation scénique de l'amour, aussi bien que sur le théâtre en général. Mais d'autre part, s'agissant de la conception camusienne du théâtre, la question de la tragédie s'impose. On n'a qu'à considérer Caligula, que Camus baptise tragédie de l'intelligence, le malentendu, où il s'était essayé à une tragédie moderne, les justes, où il se donne pour but de créer un équilibre forcené entre les exigences en jeu, ce qui correspond précisément à sa propre définition de la tragédie. Ensuite, au moment de son adaptation de Requiem pour une nonne, Camus affirme « Le sujet répond à mon souci personnel de la tragédie moderne. » Et on sait que, selon Camus, nous vivons une époque tragique et nous n'avons pas de théâtre tragique. Il salue donc en l'œuvre de Faulkner le seul dramaturge de cette époque véritablement tragique, et il tient à s'inspirer de cet exemple illustre. À cet égard encore, nous verrons que dans Le Chevalier d'Olmedo, Camus a pu trouver un aliment pour ses propres recherches. Dans un sens, il existe une convergence d'intérêts, sinon une parenté d'esprit, entre Lope et Camus. En tout cas, en montant la pièce de Lope, Camus a été mené à retravailler
une thématique qui lui tenait à cœur, en vue de la grande pièce qu'il envisageait pour son cycle consacré à l'amour. Les deux thèmes d'amour et de la tragédie, le chevalier d'Olmedo se révèle une source particulièrement riche à cet égard. D'autant plus, si j'ai bien compris la critique, qu'aucune pièce de l'âge d'or espagnol n'a provoqué plus de controverses. Les critiques sont unanimes pour voir dans Le Chevalier d'Olmedo une des pièces les plus énigmatiques, les plus problématiques du siècle d'or, qui soulève des questions capitales justement sur ces deux sujets, ainsi que sur plusieurs autres, ce qui fait qu'en travaillant le texte pour la scène, Camus a été conduit à s'interroger sur des points qui l'interpellaient. Revenons au thème de l'amour et pour esquisser quelques points de repère, commençons par prendre l'exemple peut-être le plus probant dans l'œuvre théâtrale de Camus. Dans l'état de siège, l'auteur a voulu créer une histoire d'amour, allant jusqu'à écrire à Jean Grenier, c'est une pièce d'amour. Et on sait que Diego et Victoria doivent défendre leur amour d'abord contre le père de Victoria et ensuite contre la mort incarnée dans La Peste et sa secrétaire. On apprend que dans un premier temps, le juge Casado avait consenti aux fiançailles de sa fille, mais avec l'arrivée de La Peste, il se range du côté de la loi, refuse de résister au nouveau régime et exclut Diego de sa maison, mettant fin aux espoirs des amants. Il faut dire cependant qu'à partir de ce moment, les développements plus ou moins traditionnels sur l'opposition entre les jeunes amants et le vieillard autoritaire ne figurent plus comme ressort du drame. Et, curieusement, il en va de même dans Le Chevalier d'Olmedo, pour des raisons que nous expliquerons tout à l'heure. Mais d'autre part, Diego en vient à se croire indigne de l'amour de Victoria. D'une part, en raison de la transformation que la peste effectue en lui-même, lui inspirant des sentiments qu'il considère contraires à l'honneur, la peur, la lâcheté. Et d'autre part, parce qu'il juge honteux et égoïste de défendre le bonheur personnel dans une situation de catastrophe collective. Donc le thème de l'honneur est présent aussi dans ce texte. Au niveau qu'on pourrait appeler idéologique, le régime totalitaire de la peste rend l'amour impossible. Ils ont interdit l'amour, dit Diego, conclusion qui sera réitérée dans Les Justes par Dora, pour qui la nécessité de lutter contre la tyrannie a fini par prendre le pas sur l'amour. Ici, pourtant, dans l'état de siège, Victoria se révolte et revendique son amour en face de cette proscription. Ils arrangent toutes choses pour que l'amour soit impossible. Mais je serai la plus forte. Pour Camus, une certaine tension tragique relève du déchirement entre l'amour et ce qui le nie. Déchirement qui s'avère sans fin, car le malheur des hommes est irrémédiable. Cependant, Diego sombre dans le désespoir et cède au nihilisme de l'amour torturé, de l'amour dénaturé. « Ah, dit-il, je hais ta beauté puisqu'elle doit me survivre, maudite qui servira à d'autres. » Et puis il écrase Victoria contre lui pour lui transmettre la peste. « Là, je ne serai pas seul. Que m'importe ton amour s'il ne pourrit pas avec moi. » Il faut dire que ce thème de l'amour enlaidi par l'égoïsme, la possession, la jalousie sexuelle est un motif récurrent chez Camus. Dans Requiem pour une nonne, Camus a notamment inventé les paroles d'une amertume frappante, prononcées par Gowan Stevens à propos de l'inconduite de son épouse. L'amour dénaturé se transforme en une maladie de l'esprit. Dans l'état de siège, dans une scène que Jean Grenier trouvait des plus douloureuses, le juge Casado se laisse aller à la fureur et à la rancœur que lui inspire la pensée que sa femme lui a été infidèle et a même accouché d'un enfant adultérin qui vit sous le même toit. Celle-ci se défend ainsi, je cite, « Je ne nie pas ma faute, je la crierai au monde entier, mais je sais, dans ma misère, que la chair a ses fautes, alors que le cœur a ses crimes. Ce qu'on fait dans la chaleur de l'amour doit recevoir la pitié. » Je me plais ici à entendre un écho de ce que Camus dit de l'univers des tragiques grecs. En fait. Chez les classiques de la tragédie ancienne, dit-il, il y a plus de fautes que de crimes, le seul crime définitif étant la démesure. Gardons cette déclaration en mémoire pour la suite. En fin de compte, Diego surmonte sa propre faiblesse et se résout à partager le sort de tous les êtres souffrants, sacrifiant ainsi la possibilité d'un amour personnel à la lutte contre la misère générale. Victoria proteste. C'est une tâche d'homme, cela.
une de ces tâches vaines, stériles, entêtées, que vous entreprenez pour vous détourner du seul combat qui serait vraiment difficile, de la seule victoire dont vous pourriez être fier. Et le cœur de répondre. L'homme crie vers l'impossible, la femme souffle tout ce qui est possible. La tragédie d'amour dans l'état de siège se résume donc en définitive dans cette opposition bien camusienne entre le combat desséchant contre l'injustice et la chaleur d'un corps. Avec cette différence qu'après la confrontation finale avec la peste, Diego accepte de mourir pour que Victoria ressuscite, déclarant que la femme est l'avenir du monde, si je puis m'exprimer ainsi, en reprenant la citation d'Aragon. Ce monde a besoin de toi, il a besoin de nos femmes pour apprendre à vivre. Nous n'avons jamais été capables que de mourir. Mourir d'amour, plutôt que d'aimer à proprement parler, c'est-à-dire vivre d'amour. Serait-ce donc le propre de l'homme? Qu'en est-il de l'amour dans Le Chevalier d'Olmedo? Eh bien, on en a déjà entendu parler. Je vais rajouter un tout petit peu. La pièce de Lope est très riche en considérations théoriques à ce sujet. Dès les premiers vers, les décimos, on dit, le monologue d'Alonso suggère qu'il est motivé par un amour courtois. D'ailleurs, l'amoureux s'exprimera volontiers dans le langage des gorgorismes concetti et oxymores tels que « je me brûle à sa neige ». Le héros parle d'une émotion qui s'efforce vers sa forme et évoque le rêve de l'amour parfait. Il s'agit donc, si on veut, d'un amour qui dérive du néoplatonisme, que l'on a déjà mentionné, et des théories aristotéliciennes. Il s'en suivrait que cette passion est bénéfique, qu'elle doit inspirer un comportement chevaleresque et noble. Et pourtant, cet amour est sujet aux contingences. Alonso fait allusion également à l'aveugle Dieu, et bientôt Inès affirmera à son tour « Tout le monde dit que les étoiles président à sa naissance ». Tello dira de même « Il s'agit d'un beau hasard d'étoiles ». Mais Léonore avertit sa sœur Inès « L'amour lance ses traits à l'aveugle, il tombe rarement juste et manque souvent son but ». Par ailleurs, l'amour courtois, on vient d'entendre dire, se plaît à évoquer la mort dans des termes qui en font la consommation et le plein aboutissement de la passion. Alonso songe au bonheur de mourir pour elle et va jusqu'à déclarer « J'aime mieux mourir que de vivre sans l'avoir ». Évidemment, tout cela dans le texte de Camus, je ne sais pas ce que vous auriez à dire là-dessus. Il supplie « Ah, si du moins tu voulais, par charité, m'ôter la vie, comme tu me ravis l'âme ». Et là, évidemment, on pense au beau livre de Denis de Rougemont, L'amour et l'Occident. Alors, je fais fi de la possibilité de mourir réellement. Prévoir la mort, c'est souffrir et mourir deux fois. Inès seule peut me faire mourir, non de souffrance, mais de joie. S'il s'agit de joie ou de je ne sais plus quoi, allégresse, je ne sais pas. Le langage même de l'amour courtois contient donc des présages de mort. Décrivant un rêve d'impossible noce, Alonso avoue un pressentiment de mort vint s'y mêler, comme si l'amour lui-même me chuchotait à ce moment, aujourd'hui en église, et demain sous la terre. Les figures poétiques, on le saura, sont susceptibles de véhiculer une signification littérale. Et Camus souligne, dans un cahier consacré à son travail de mise en scène, le mot « soignant », qui pour lui égale « pressentiment », selon ce qu'il écrit dans ses notes. L'angoisse d'une mort annoncée d'avance dans les conventions maniérées du discours amoureux pèse sur le sort du héros et sera le moteur de l'émotion tragique dans cette pièce. L'ardeur débridée de l'amour confère donc à sa victime un don de clairvoyance, de seconde vue, en la rendant particulièrement susceptible de prémonitions et sensible aux augures. Mais paradoxalement, c'est au prix d'un aveuglement, car en même temps, Alonso est la proie de l'amour tout-puissant qui obscurcit la raison et dont il se laisse obnubiler. Le fol amour s'empare de son être entier. Ici, l'amour est une force si puissante que non seulement la volonté est-elle inclinée sous son poids, mais en est totalement subjuguée. Les contemporains, je crois, auraient considéré l'état d'Alonso comme une maladie d'amour, auraient jugé morbide, le mot a été utilisé,
morbide son comportement obsessionnel et sa mélancolie. En effet, les dialogues de la pièce abondent en allusion à la maladie. Des formules figurées telles que le feu qui me brûle et me dévore, et amour empoisonné, venin brûlant, se révèlent l'expression d'un état quasi pathologique. Ainsi, Fabien, médecin sans pareil, demandera à propos d'Alonso « Quelle est sa maladie ?» Et Tello apostrophera le héros « Ne peux-tu patienter 3 jours sans prendre la fièvre tierce de l'amour ?» J'imagine que tout cela, ce sont des lieux communs de la critique du théâtre des siècles d'or. Pour moi, c'est quand même très intéressant. L'amour, qui en principe devrait élever l'amoureux transi jusqu'à la perfection spirituelle, a d'autres composantes encore qui sont capables de fausser son jugement et le plonger dans une sorte de folie. Alonso l'avoue, c'était folie de ma part que de vouloir atteindre au ciel, et dont Rodrigo, également amoureux d'Inès, se résout à châtier la téméraire folie de son rival. Car l'amour égare l'esprit et fait oublier la prudence, comme l'avoue Inès, et ne s'arrête à aucun péril, selon Alonso. Se fier à l'amour, comme le recommande Inès à un certain moment, affirmant que la nature elle-même parle par sa voix, c'est oublier le caractère aléatoire de la passion, ainsi que les débordements sinistres qu'elle peut inspirer. Si le dieu aveugle de l'amour peut être considéré comme le modèle de Amartya, le geste qui manque son but, l'extravagance, la témérité et l'audace où il peut mener ses victimes, et dont on relève de nombreux exemples dans la pièce, est à l'image de l'hubris, de la démesure fatale. L'amour, phénomène tout à fait contingent, sujet aux aléas du hasard, tient de l'absurde quand il frappe ainsi sa proie à tort et à travers. Et il est indéniable que l'amour peut motiver le pire aussi bien que le meilleur. Don Rodrigue, qui figurera la némésis d'Alonso, sera poussé à le faire assassiner par le délire où le plonge son propre amour pour Inès. Et là, on le sait dans le texte que Vincenzo vient de découvrir et nous révéler. Mais qui plus est, il est conforté dans son projet meurtrier par le comportement peu sage d'Inès et d'Alonso. Pour réaliser leur amour, Alonso recrute Fabien, et Inès consent à tromper son père, homme digne et vertueux, à l'aide de la friponnerie et des conjurations louches de la sorcière et de Tello. Pour Rodrigo, une telle duplicité compromet l'honneur et justifie sa vengeance. Elle foule aux pieds son honneur et le mien. Combien de nobles maisons ont été déshonorées ainsi par des sortilèges et des entremetteurs. Donc, là aussi, ça conforte l'interprétation de Rodrigue. C'est quelqu'un qui, en quelque sorte, rééquilibre la pièce pour en faire un conflit entre deux hommes, mais tous les deux sujets à l'amour et, comment dirais-je, tourmentés par cette question d'honneur. Mais pourquoi donc Alonso a-t-il recours à ces moyens détournés pour obtenir la main d'Inès? Tello lui déclare, par exemple, « Je tremble de voir vos amours commencer au milieu de toutes ces sorcelleries. Si ta poursuite est honnête, à quoi bon les cercles magiques et les conjurations ?» Après tout, Alonso aurait pu agir de manière plus respectueuse des convenances. Il a tous les mérites de l'homme honorable, valeureux, ayant triomphé dans l'arène et ayant reçu de grandes faveurs du roi de Valladolid. Il a toutes les questions et il a toutes les qualités qui l'autorisent à aborder Don Pedro directement. Par contraste, pour prévenir l'obstacle éventuel, l'amoureux Diego, dans l'état de siège, y va par le chemin le plus direct et s'adresse honnêtement en personne au père de Victoria. Camus fait dire à Diego « J'ai eu raison d'aller tout droit vers lui et de le regarder en face. » D'autre part, pourtant, dans Le Malentendu, cet autre héros tragique de Camus, Yann, préfère différer la révélation de son propos et choisit de rentrer à la maison familiale sans se présenter ouvertement à sa mère et sa sœur. Non, non, tout cela n'est pas sain, dit sa femme Maria, et il s'ensuit le dénouement tragique que l'on sait. Y aurait-il donc une explication commune à cette erreur capitale, exemple type de l'erreur tragique?
suite à laquelle le sort du héros bifurque vers la catastrophe. Il me semble qu'il s'agit dans les deux cas de Yann et d'Alonso du désir de prolonger l'insatisfaction, de jouir d'un objet convoité qui reste inaccessible. C'est le symptôme classique de l'amour courtois. Et c'est justement ce dont témoigne Don Alonso, il me semble. Les monologues Décimos du début suggèrent qu'il est motivé par un amour qui se complaît dans la souffrance de l'amoureux. Donc, au lieu de se diriger tout droit vers la satisfaction, il cherchera le chemin le plus tortueux et le plus détourné pour faire la cour à Doña Inès. Il préfère ce qui prolonge la douce incertitude de l'amour. En même temps, attiré par la mort, comme on vient de le voir, il n'est de plus haute vie que de mourir. Pour Inès, il choisit de passer outre aux avis du ciel qui se multiplient avec une insistance remarquable tout au long de la pièce, à tel point que les mots et formules à double tranchant engendrent une ironie vraiment tragique qui appelle des comparaisons avec l'Oedipe roi de Sophocle. Et c'est ici la source de ce sentiment d'angoisse proprement tragique qui parcourt la pièce. Car, bien que rendu clairvoyant par son amour et sensible au présage, Don Alonso est néanmoins aveuglé par l'intensité de sa passion. « Mon courage m'a trompé », finira-t-il par avouer. Homme de grande vertu, comblé d'honneur et de renommée, Alonso est doté comme un chacun du libre arbitre, ainsi que le dit Don Pedro. « La volonté de chacun, je le sais, est libre sous le ciel », dit le père d'Inès. Mais Alonso met ses qualités au service de sa folie d'amour. Il devient, à proprement parler, de sa pleine volonté, et malgré qu'il en est, complice du sort qui le condamne. Peut-être aussi que se précipitant à la rencontre de la mort, en dépit des incidents qui l'avertissent du danger qu'il court, Don Alonso fuit inconsciemment la perspective d'un bonheur marital, domestique, médiocre, qui mettrait fin à son amour fou, ainsi qu'à son statut héroïque. Au terme de cette analyse, on voit que le chevalier d'Olmedo incarne une certaine conception de la tragédie qui correspond de près à l'idéal prôné par Camus. Rappelons ces remarques à ce sujet, remarques qui s'appliqueraient parfaitement à la pièce de Lope de Vega, du moins dans ma lecture de cette pièce, qui n'est pas forcément la bonne. Il s'agit, selon la formule de Camus, d'un seul sentiment qui marche sans arrêt vers sa fin, dans un univers où le héros atteint une grandeur tragique en poussant au paroxysme le sentiment qui l'anime. Dans ce sens, le sujet profond de la pièce, et qui intéresse sans doute Camus, c'est la démesure. On y voit un sentiment mené au-delà des limites qu'impose la vie réelle et qui appelle par là la némésis. D'autre part, nulle pièce mieux que le Chevalier d'Olmedo, il me semble, ne présente ce que Camus appelle, je cite, un thème antique mais toujours actuel, qui est peut-être la seule tragédie du monde, l'homme aveugle, trébuchant entre son destin et ses responsabilités. Mais si Camus a trouvé dans Le Chevalier d'Olmedo un modèle classique pour la tragédie qu'il rêvait lui-même d'écrire, il y trouve aussi un genre tout particulier qui ouvre la voie peut-être à une tragédie moderne. Dans son cahier de notes, on trouve la mention « Ne pas oublier le côté populaire ». Vincenzo nous l'a signalé. La tragédie classique, jadis l'apanage de l'aristocratie, accueille ici des éléments terre-à-terre qui s'intègrent à l'action centrale. On n'a qu'à considérer l'inspiration première de Lope de Vega, qui tire son sujet d'une ballade populaire, là, El baile del caballero de Olmedo, ça va comme ça, dont Lope cite des vers dans son texte. Et ce sera le laboureur qui, en chantant la ballade, prédit la mort du héros. Or, Camus a pris la peine de transcrire tout ce poème dans son cahier de notes et de le traduire en entier. Rappelons d'ailleurs que dans l'état de siège, il avait lui-même déjà donné à chanter à Diego de Coplas dans les duos d'amour avec Victoria. Ces duos eux-mêmes trouvent un écho ou une préfiguration dans la pièce de Lope, laquelle suscite donc chez Camus un intérêt particulier dont font preuve d'autres notes dans sa mise en scène. Rappelons que dès l'état de siège et les justes, Camus avait voulu réussir une scène d'amour. Et les duos entre Diego et Victoria constituent une gageure ou un défi délibéré
Victoria s'écrie, par exemple, « Oui, parlons notre langage, même s'il paraît fou aux autres. » La traduction du Chevalier d'Olmedo fournit à Camus l'occasion de s'exercer à nouveau au dialogue d'amour. Surtout, il signale l'importance pour lui de ce qu'il appelle la scène au balcon. Qu'est-ce que c'est que cette scène au balcon? Et dans la marge de son texte, il s'exhorte à trouver la formule. Trouver la formule de la scène au balcon. C'est peut-être parce que la scène au balcon n'existe pas dans le texte qu'il se voit obligé de trouver une formule pour quand même respecter ce topos. Il est à noter également qu'il met entre crochets les paroles d'Alonso « Je m'égare en 20 discours », parce que pour Camus, il ne s'agit pas de 20 discours quand il s'agit de dialogue d'amour. Comme s'il préférait supprimer à la représentation des mots qui risquaient de compromettre l'authenticité de son projet. Mais justement, dans Le Chevalier d'Olmedo, le discours des amoureux voisine avec des parodies d'amour, qui donnent un goût très particulier à ce thème. Par exemple, Tello offre une glose d'un poème que Don Alonso a composé sur l'amour et contribue une réplique moqueuse, chute terre à terre, qui renforce le côté populaire lorsque son maître, rivalisant de lyrisme avec Inès, s'écrie « Quand je suis loin de toi, je confie aux fleurs mes jalousies, mes craintes et mon amour. » Tello, c'est un fait. Je l'ai vu déclarer son amour au radis d'Olmedo. Ailleurs, alors que les protagonistes complotent pour favoriser l'amour d'Alonso et d'Inès, Tello avoue son désir de prendre la chaîne à Fabia. Prendre la chaîne, c'est la formule de Camus, en faisant semblant de lui faire la cour. Je cite, « Le meilleur moyen de l'abuser est de lui déclarer mon amour. C'est une bonne médecine pour une femme âgée. Deux protestations d'amour et de désir, les voilà qui s'imaginent au bel âge et se croient d'une étoffe éternelle. » On est loin de l'idéalisme des jeunes amoureux ici. Voici qu'un amour caricatural et parodique fait contrepoids au grand amour tragique du héros et de l'héroïne. Et c'est ici la marque de la tragicomédie, ou tragedia à l'espagnol, formule que Lope lui-même emploie pour décrire son œuvre. Le théâtre de l'âge d'or en Espagne mêle volontiers, on le sait, la comédie à la tragédie, tout comme Shakespeare, contemporain de Lope, le fait en Angleterre. Et rappelons qu'après avoir mis en scène les grandes pièces espagnoles, Camus souhaitait continuer dans cette voie en abordant Shakespeare, qu'il considérait comme l'agrégation pour le metteur en scène chevronné qu'il voulait devenir. Il va sans dire que mêler la comédie et la tragédie ne diminue en rien le sérieux de ce théâtre, ni l'émotion tragique sur la scène. Que ce fut là l'opinion de Camus lorsqu'il travaillait sur Le Chevalier d'Olmedo, j'en prends pour preuve des mots qu'il note à propos de la fin de cette grande pièce. On sait que Le Chevalier d'Olmedo conclut, on vient de dire, après l'assassinat du héros dans un guet-apens, par la condamnation à mort sur l'échafaud de Rodrigo et Fernando, coupables de l'avoir tué. Or, Camus note et souligne que dans les derniers vers du texte de Lope, le mot espagnol qui signifie échafaud est le même que pour théâtre. Teatro. Pour l'auteur de réflexions sur la guillotine, exactement contemporaine de la mise en scène du Chevalier d'Olmedo au Festival d'Angers en 1957, cela n'est pas sans importance. Les tréteaux sont aussi un échafaud. La profession de comédien est un poste où l'on est exposé au regard, à la censure publique. Voilà. Merci de votre patience.